Bonjour et bienvenue au vlog numéro 11, déjà le 11e épisode. Aujourd'hui, on est avec Geneviève Côté de chez Genco Consultant. C'est Genco ça. Consultant. Oui, exact. Tu travailles principalement en planification stratégique. Ta spécialité, c'est la planification stratégique. Tu as un partenariat aussi avec Amplio qui te permet d'avoir des ressources dans d'autres spécifications, d'autres spécialités. Exact. On s'est rencontrés à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dernièrement, dans laquelle tu es très impliquée, je pense. Oui, quand même. J'ai fait plusieurs tu fais activités. partie aussi des clans d'affaires. Des clans d'affaires, exactement. Tu m'as très bien vendu la chose. Ça me donne le goût. C'est des rencontres. Oui, c'est des régulières. rencontres. En fait, c'est un midi aux 2 semaines, 4 rencontres. On est à peu près une vingtaine d'entreprises autour de la table. Bien, je dis midi, mais ça peut être déjeuner aussi. OK. Là. Puis, on discute de différentes thématiques. C'est animé par Guillaume, là, c'est lui qui a parti le concept, en fait. Puis, c'est vraiment le fun parce qu'on échange sur toutes sortes de sujets qui touchent, dans le fond, les entrepreneurs. Puis, ça permet d'établir des bons contacts. Puis, on a un peu des devoirs, on est obligé de se rencontrer. Bien, obligé. C'est pas obligatoire, là, mais c'est nettement mis de l'avant là, de se rencontrer entre les rencontres pour vraiment tisser des liens. Là. Donc, moi, ça a été très bon. Là. J'ai vraiment eu beaucoup de contacts, de références. J'ai même eu des contrats là, suite à ça. Parce que là, ça, c'est ta première année en tant que Genco Consultant. Bien, 1 an et demi, oui. 1 an et demi. Exact, Donc, je suis dans ma deuxième année. Tu as mis de l'avant ton développement d'affaires, ton réseautage, tout ça dans la dernière c'est sûr année. que je me suis impliquée dans beaucoup de choses pour développer mon réseau. C'est sûr, ça passe par là aussi. Là, donc, Puis parle-nous donc un peu de comment tu as parti ton entreprise, ton parcours, d'où tu viens. Tu as travaillé en entreprise aussi. Oui. En fait, moi, j'ai travaillé 15 ans en entreprise, principalement en marketing, développement des affaires. Donc, c'est ça ma spécialité là, de base. Mais j'ai toujours travaillé au niveau stratégique, là, vraiment plus au niveau du développement de marché, stratégie de prix, de produits, de pénétration de marché. Donc, ça a toujours été ma force, la stratégie. Puis, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans des PME. Ensuite de ça, je suis passée j'ai été 7 ans, là, ma dernière expérience, finalement, j'ai été 7 ans chez Énergir. En fait, ils ont une division qui s'appelle Gaz Métro Plus, là, qui fait service sur les appareils au gaz. Et avec eux, je m'occupais, ils ont des partenaires, donc des sous-traitants qui font de l'installation d'appareils pour eux. Et moi, je gérais ce partenariat-là. Donc, j'ai toujours travaillé avec la PME, puis les entrepreneurs, puis j'ai vraiment toujours trippé à travailler avec les entrepreneurs. Donc, c'est un peu pour ça aussi que j'ai voulu continuer là-dedans. Ça nous donne le goût. Oui. Quand on travaille avec des PME, on a c'est très... Il y a un dynamisme, il y a une passion. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ouais. Puis, donc, c'est ça. Donc, à travers mon parcours, c'est ça. J'ai toujours travaillé un peu dans la stratégie. Puis j'ai toujours travaillé avec des PME. Et là, dernièrement, je suis retournée aux études. J'ai fait un diplôme de 2e cycle en gestion de projets stratégiques. Donc, les projets, ça découle d'une planification stratégique. Et j'ai participé aussi à des planifications stratégiques à travers mes expériences en entreprise. Exactement. Donc, c'est toujours quelque chose que je savais que je voulais faire. J'ai toujours été tentée de partir à mon compte aussi. Là. J'avais failli le faire il y a peut-être 10 ans, là, après mes congés de maternité. Là, je m'étais dit, OK, je pars à mon compte. Puis finalement, j'avais eu le poste chez Énergir, donc c'était difficile de refuser ça. Là, donc, c'est un peu... Il y a beaucoup de femmes qui se partent en affaires après le congé de maternité. Puis c'est une statistique quand même assez impressionnante qu'on peut remarquer. Puis là, c'est ça, tu es retourné aux études, mais la planification stratégique, il n'y a pas nécessairement de cours pour faire ça. Y a-tu une formation? À l'intérieur de la formation que j'ai suivie, que d'ailleurs, en tout cas, je continue parce que je suis en train de faire mon MBA, mais bon. C'est ça. on a des cours de stratégie, effectivement. Mais c'est pas le... Il n'y a pas de... En tout cas, personnellement, à date, je n'ai pas trouvé de programme à l'université, faire un bac en stratégie. Là, maintenant, les écoles, l'école des entrepreneurs, ils vont offrir des formations, exactement. Peut-être plus concrètement, mais il y a 10 ans en arrière... non, il n'y avait pas vraiment
pas vraiment de ça, effectivement. Puis, travailleur autonome, tu disais, c'est quelque chose qui traînait, que tu traînais dans ta tête là, depuis quelques années. Le grand saut, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a mené au déclic, là, vraiment, de dire, OK, je me lance? Bien, en fait, je pense que j'étais rendue à un point dans ma carrière, tu sais, j'étais comme rendue à un tournant. Ça faisait longtemps que je faisais du marketing. J'avais fait le tour. Tu sais, je sentais que j'avais besoin d'un nouveau défi, que j'avais besoin de... puis je sentais aussi que j'étais outillée. Tu sais, veux pas, l'expérience faisait que là, je me sentais prête. Tu sais, il y a 10 ans, quand j'y pensais, je me sentais pas encore prête. J'avais pas encore suffisamment d'expérience. Tu sais, il y avait trop de choses que je savais pas encore. Mais là, après, tu sais, 15 ans d'expérience en entreprise, tu sais, d'avoir vu pas mal comment ça se passait, puis d'avoir touché à plein de choses. Et oui, j'étais en marketing, mais je me suis impliquée dans plein d'autres affaires. Tu sais, j'ai touché un peu à tout. Je suis un peu touche à tout, finalement. Donc, là, je me sentais prête à le faire. Puis c'est aussi... Tu sais, je me disais, oui, je veux partir à mon compte, mais en quoi, faire quoi? Tu sais, c'était pas... Mais là, l'idée m'est vraiment venue... justement en faisant ma formation en gestion de projet, puis à travers mon expérience avec les PME, que j'ai fait comme, OK, tu sais, je pense que c'est une bonne avenue. Niche, Là, tu sais, ouais, exactement. Ouais. Puis, parle-nous donc un peu de ton partenariat avec Amplio. Tu as développé ça là, nécessairement dans la dernière année et demie. Oui. C'est tout récent, en fait. Ça fait peut-être 3 mois là, que je suis partenaire avec eux. C'est via les clans d'affaires que j'ai été mis en contact avec Amplio. Donc, un autre bon point pour les clans d'affaires. Et donc, eux c'est ça, eux autres, ils accompagnent les entreprises, mais dans différentes sphères. Et leur modèle d'affaires, c'est vraiment, ils se greffent avec différents partenaires, différents experts dans différents domaines. Et ça permet comme ça d'aller chercher différentes expertises. Donc, moi, j'ai vraiment le créneau de la stratégie. Donc, sitôt que dans leurs interventions auprès d'une entreprise ou c'est pas juste des entreprises, c'est aussi des centres de recherche, toutes sortes d'organismes. Puis, donc là, s'il y a un volet stratégique ou une planification stratégique à faire, bien là, c'est moi. Ils font appel à moi. Okay. Mais moi, ça me met aussi à ma disposition un bassin d'experts aussi, ce qui fait que, puis eux, comme ils ont plusieurs spécialité, bien, ça me permet de me greffer à mon offre d'autres spécialités. Là. Puis un partenariat comme ça, pour toi, est-ce que c'était... en fait, ça t'outille là, pour aller chercher un petit peu plus de levier auprès de tes... Exact. Puis ça me permet de pénétrer des marchés que j'ai peut-être moins de contacts ou de donc, lesquels tu es moins proche aussi. Exactement, c'est ça. Fait que, c'est très positif. C'est des bons outils pour toi, pour ton entreprise en développement. Oui, tout à fait. Super. Aujourd'hui, avec toi, je voulais aborder la planification stratégique, évidemment, mais je trouve que c'est un terme qu'on entend souvent. Si on ne fait pas nos recherches, on ne le comprend peut-être pas concrètement. Beaucoup de gens en parlent, dans des événements, c'est important, le monde ils disent qu'il faut faire notre planification. Puis si on se met à fouiller un peu, des fois ça peut faire peur parce qu'on voit que c'est beaucoup d'investissement en tant qu'entrepreneur ou en tant que dirigeant d'entreprise. J'aimerais ça qu'on comprenne un peu le processus, puis qu'est-ce que ça donne exactement, puis c'est par quelles étapes on passe. Est-ce que toi, premièrement, tu as des expériences de gens qui t'approchent ou que toi, tu as des marchés puis qui te disent « Oh non, ça, c'est pas pour moi », puis que finalement, ça donne super bien puis que ça continue? As-tu comme eu des sentiments avec les gens, comme moi, quand les gens arrivent ici, ils me disent tous « Ah, moi, je suis pas photogénique, j'aime pas ça, la photo », puis au final, bien, ils adorent toutes leurs photos, tu sais. T'as-tu un peu cette... Ben oui, tout à fait. En fait, je m'y attendais. C'est un peu pas un obstacle dans mon développement, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. La perception, surtout chez le marché que je vise étant la PME, je me rends compte que c'est difficile au niveau de la PME. Au niveau de la plus grande entreprise, ou tout ce qui est les organismes à but non lucratif, les centres de recherche, tout ça, c'est comme automatique de faire des planifications stratégiques. C'est quelque chose... Exactement. C'est à chaque 2 ans, à chaque 5 ans. C'est ça. Donc, souvent, au niveau des organismes à but non lucratif, c'est relié à la subvention qu'ils vont recevoir. Donc, c'est comme une exigence. Donc, ils sont habitués aux 5 ans, ils font ça. Puis, c'est
systématique. Les grandes entreprises, bien, c'est aussi, ça fait partie d'un processus normal de gestion d'une entreprise. Ouais. Donc, mais quand on arrive dans la plus petite PME, bien là, c'est les entrepreneurs, souvent, ils ont les bras jusque-là dans les opérations, puis, tu sais, donc, ils ne voient pas la plus-value ou ils se disent, bien, j'ai pas le temps pour ça, ou c'est vraiment dans leur tête, ils disent, bien, moi, c'est clair, je sais où je m'en vais. Mais le problème, c'est que est-ce que tes employés savent où tu t'en vas? Est-ce que ta clientèle sait où tu t'en vas? Est-ce que les étapes pour te rendre là sont clairement définies? Est-ce que tes ressources sont investies au bon endroit? Est-ce que, tu sais, bon... et aussi, moi, ce que j'ai remarqué, puis c'est un peu aussi le timing qui a fait que j'ai décidé de m'en aller là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, tout va plus vite. Tu sais, juste en marketing, je veux dire, on fait tellement plus le marketing comme on le faisait il y a 10 ans. Là, ça change, a complètement changé. Là. Je dirais même à chaque année, là, ça non, change. Mais... Tu peux plus faire la même chose que l'année dernière. Ça marche plus. Exact. Après ça, ressources humaines, c'est la même chose. Ça a complètement changé la façon d'aborder les ressources humaines. On ne recrute plus comme on recrutait. Donc, tout change très rapidement. Puis, quand on a les deux bras dans les opérations puis que, on fonce comme ça, bien, on voit pas venir ces changements-là, puis on est toujours en mode réaction. Là. Ça arrive, puis OK, là, il faut que je change mes façons de faire, il faut que je... Puis ça coûte des sous, puis c'est du temps. Tu dois mettre plus de temps à essayer de t'adapter que si tu l'avais vu venir un petit peu d'avance, bien, tu aurais pu te préparer le terrain, puis ça aurait été beaucoup plus facile. Et, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas prévoir. C'est certain. Une nouvelle technologie qui rentre. Mais ça se prévoit l'imprévu aussi. Tu gardes un buffer. Exact. Donc, puis ça, c'est un autre argument des fois que j'ai. Ah, mais non, moi, je ne veux pas rester pris avec un plan. C'est pas. Mais puis moi, j'essaie de déconstruire ça. C'est un plan qui est flexible, c'est un plan agile. Il faut l'adapter, il faut justement... mais au moins, tu as une ligne directrice. C'est vraiment une ligne directrice. Donc, moi, souvent, l'analogie que je vais utiliser pour expliquer ça, c'est... moi, je fais du vélo, là, donc... il y a du monde qui partent en vélo. Ils ne savent pas trop où ils s'en vont. Ils n'ont pas... donc, ils partent. Puis là, bien, finalement... si le trajet est plus loin que ce qu'ils avaient prévu, bien là, ils n'ont pas assez d'eau, ils n'ont pas assez de, ils n'ont pas pensé de s'apporter des collations, ou ils partent trop vite, puis finalement, ils ne se rendent pas à destination parce qu'ils ont tout épuisé leur énergie dès le départ. Puis si tu roules en regardant à terre, bien, tu ne vois pas les obstacles qui s'en viennent, tu ne vois pas, tu sais. Donc, planification stratégique, c'est un peu la même chose. C'est comme de te préparer un peu avant de partir, tu sais, c'est ça, exactement. C'est comme un Google Map. C'est un roadmap, puis c'est de regarder un petit peu plus loin, puis à l'horizon, de voir qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est quoi les obstacles qui pourraient peut-être se trouver sur ta route, puis de s'assurer de te rendre à bon port, puis... c'est ça. Donc, c'est un peu... est-ce que ça prévoit, justement, quand tu parles de prévoir les imprévus, est-ce que, tu sais, il y a un reroutage si on... Tu sais, il y a un imprévu qui est arrivé, OK, bien parfait, on va opter par ce chemin-là plutôt que le premier. Imprévu et opportunité. Okay. Des fois, tu le sais pas, tu avances, puis là, oups, il y a une opportunité, quelque chose. Il faut les saisir, ces opportunités-là. Mais c'est aussi un guide pour prendre des décisions. C'est que, une fois que tu as ta stratégie, bien, si, admettons, je sais pas, moi... tu as une opportunité d'acheter une entreprise, par exemple. Tu vois, OK, telle personne, je viens d'apprendre, il veut vendre, il part à retraite, ou je sais pas trop, ça pourrait être un bon fit, ça me permettrait de croître plus rapidement. OK, mais là, tu peux te rattacher à ta stratégie, dire, OK, bien, si tu es en lien avec ma stratégie, est-ce que ça va, ça va être une plus-value, puis ça va m'amener plus vite où est-ce que je voulais me rendre? Donc, ça permet de prendre une bonne décision. Peut-être que, suite à ça, tu vas analyser un peu l'entreprise, tu vas dire, ah non, c'est pas fait pour moi, ou ça va complètement me faire dévier de ma stratégie. Ou c'est pas allié avec mes valeurs. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est bon, ça aide à prendre des décisions importantes comme ça. Là, fait que c'est quoi les signes qui marquent qu'on a, en fait, pour quelqu'un qui n'en a pas, mettons, c'est quoi les signes qui nous font savoir qu'on en a besoin d'une, en fait, là? C'est dans quelle situation on en a besoin? Bien, souvent, quand...
souvent, quand on est rendu à un tournant dans notre entreprise, on a une décision importante à prendre, c'est souvent là que les gens vont se réveiller. Puis là, quand je parle de mes services, ils vont dire « OK, oui, j'aurais vraiment besoin de ça parce que là, j'ai une décision importante à prendre et je ne sais pas quelle orientation prendre. » Donc ça, c'est souvent un moment. Quand il y a... Moi, quand j'entends des entrepreneurs qui disent « je travaille 80 heures semaine », c'est pas toujours bon signe. Bien, il y a peut-être moyen que ça réussisse encore très bien ton entreprise, voire mieux, et sans que tu travailles 80 heures semaine. C'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est peut-être le temps... Si tu ne vois pas une croissance accélérée parce que tu travailles 80 heures semaine, exact. Il y a clairement quelque chose que soit que tu pourrais optimiser puis te libérer aussi du temps. Là, exactement. Donc ça, c'est un autre signe. S'il n'y a pas de cohérence, tu sais, moi, c'est ça, je viens du marketing. Tu sais, quand je vois qu'il n'y a pas de cohérence dans le marketing, je me dis, bon, ben dans les outils qui sont utilisés ou, tu sais, dans l'image, ça peut être bon d'avoir une petite planif pour donner une orientation claire à l'entreprise. Des fois, la proposition de valeur n'est pas très claire. Donc, c'est toutes des petites choses qui peuvent... Puis moi, je vais adapter ma planification stratégique en fonction de ça. Donc, souvent, on part d'un diagnostic d'entreprise au niveau de la planification. Première étape, tu analyses l'entreprise de fond en comble. Oui, bien, dans le fond, la première étape, moi, je l'appelle l'étape d'orientation. Dans le fond, on pose les bases. Fait que c'est vraiment... on fait un bilan de l'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi la situation actuelle de l'entreprise? Puis ça, on parle d'aller jusqu'aux opérations, on regarde finances, tout. Oui, fait que analyse des états financiers. Moi, je vais faire souvent un sondage auprès de la clientèle. Je vais faire un sondage au niveau des employés. Je vais regarder un peu la concurrence aussi. C'est quoi le marché actuellement? L'industrie s'en va où? Puis, on fait un bilan, bien, les bons coups, les moins bons coups des 3 dernières années. Donc, ça dresse vraiment un portrait là, général de l'entreprise. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer pour après. Puis, je fais toujours une analyse, un SWOT, là, en bon français, là, force, faiblesse, opportunité, menace. Exactement. Fait qu'on fait l'analyse interne, donc vraiment force, faiblesse. Puis, au niveau externe, là, donc, essayer de voir un peu quelles opportunités, quelles menaces se pointent à l'horizon. Puis, à partir de ça, bien là, on va toujours garder la mission, les valeurs. Des fois, ça peut paraître un peu du pelletage de nuages, là, mais c'est important, c'est important pour les employés. C'est important, surtout aujourd'hui où... Bien, ça, c'est la fondation de l'entreprise. C'est vraiment exact. Ce qui va soutenir tout le reste. Là. Puis ça, on en parle souvent. Puis moi, je dénote toujours dans mes discussions, dans les derniers épisodes, tout ça, c'est primordial. Là, exact. Son valeur, c'est ça. Là. C'est ça. Donc, ne serait-ce que pour ta marque employeur, bien, c'est important, mais aussi pour ta prise de décision. T'sais, tantôt, on parlait acquisition d'entreprise, les valeurs, est-ce que ça concorde entre les deux entreprises? S'il n'y a pas de symbiose entre les valeurs, ça marchera. C'est ça, exactement. Donc, fait que c'est important de le savoir dès le départ. Puis, c'est pas d'avoir des valeurs pour avoir des valeurs. Il faut que ça soit vraiment intégré. Là. Une fois que tu as fait l'analyse, est-ce qu'il y a un document qui est produit? Là? Est-ce que tu remets quelque chose? Donc, l'entrepreneur, lui, a une genre de mise à jour de son entreprise aujourd'hui. Ça ressemble à quoi? Oui. À chaque étape, dans le fond, à la fin... C'est un gros document. Ben non, pas tant, non? Parce que je trouve que ça sert à rien. Il y en a qui vont faire des... Mais quand est-ce que tu vas ouvrir ton gros livre et lire ça? Là, c'est comme... exactement. Fait que, tu sais, moi, je vais vraiment plus par points, puis plus des tableaux, puis tu sais, c'est vraiment synthétique, là, mais... Synthétique, en tout cas. Synthétique, oui, je pense. Bref, on a le droit de se tromper. Puis après l'analyse, là, toi, t'embarques dans la réflexion ou est-ce que tu consultes dans le fond, une fois qu'on a établi ça, souvent la première étape, je vais la faire par petit comité. Donc, tu vas avoir le dirigeant qui va être là avec sa garde rapprochée, là, les principaux directeurs, son comité de gestion. Ouais. Puis là, on va élaborer la vision. Donc, dans 3 ans, où s'en va l'entreprise, finalement. Okay. Puis après ça, on va passer plus dans
la réflexion stratégique. Où là, j'aime ça impliquer que des employés soient impliqués dans cette réflexion-là. Ça peut être une demi-journée, une journée, ça dépend sur quoi on va... Puis c'est comme un gros brainstorm, dans le fond, là, de vraiment déterminer ça va être quoi les stratégies qu'on va mettre de l'avant pour réaliser notre vision, dans le fond. Puis d'établir les grands objectifs qu'on vise à atteindre pour être là où on souhaite être dans 3 ans. Donc là, ça pourrait être des objectifs autant qui touchent la production de produits ou le développement d'un nouveau produit, d'un nouveau marché. Exact. Autant les ventes, Ça peut marketing. C'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment On l'ensemble. On regarde tout l'ensemble, là, vraiment. On y va vraiment par fonction d'entreprise. Là. Donc, c'est quoi les objectifs qu'on cherche à atteindre au niveau financier, en termes de résultats de vente? C'est quoi au niveau, justement, ressources humaines? Au niveau opérationnel, au niveau des processus, qu'est-ce qu'on veut améliorer? Au niveau du produit, qu'est-ce qu'on veut offrir à nos clients, etc. Ça, est-ce que ça se fait, excuse-moi de t'interrompre dans tes étapes, non, mais est-ce qu'on fait cet exercice-là en entreprise? Toi, tu te déplaces chez les gens ou est-ce que souvent c'est quelque chose qu'on fait en dehors? Bien, c'est sûr que généralement, on le fait en dehors. Ça permet de sortir justement de notre quotidien puis de moins se laisser déranger. Par contre, moi, j'aime bien m'adapter aux clients aussi, là, donc... Des fois, on va le faire en entreprise aussi, puis c'est très correct. Des fois, on ne le fera pas juste en une seule journée. Là. Des fois, on peut le scinder en plusieurs rencontres. Ça peut être assez... moi, je trouve ça assez productif quand c'est séparé en plusieurs rencontres. Parce que des fois, une journée, à la fin de la journée, les gens ont moins de jus. C'est comme... tandis que là, si on fait ça en plusieurs étapes, on définit des objectifs, c'est vraiment, aujourd'hui, on va discuter de tel aspect, puis des fois, c'est plus productif. Puis ça fait en sorte que, justement, les entrepreneurs qui sont très occupés, qui travaillent 80 heures semaine, de penser que toute une journée, ils doivent fermer leur cellulaire, là, ça peut être stressant. Là, donc... donc là, au moins, ça peut s'adapter. Fait que je m'adapte en fonction là, des clients. Là, Fait que là, après ce brainstorm-là... Donc, une fois qu'on a ramassé les idées, une fois qu'on a une bonne idée des grands objectifs qu'on vise à atteindre, là, je me retrouve à nouveau en plus petit comité, où là, vraiment, on va structurer le plan d'action. Donc, un plan stratégique, c'est un plan d'action, là, principalement. Là. Donc, là, on va définir des objectifs beaucoup plus spécifiques à partir des plus grands objectifs qu'on a définis dans notre réflexion. Puis, de là, on va déterminer les actions qui doivent être posées. Fait que les projets qu'on va mettre de l'avant, déterminer l'échéancier, on va les prioriser, qui va être responsable de ces projets-là. On va définir des indicateurs de performance pour pouvoir suivre et s'assurer que les objectifs sont atteints en bout de ligne. Là. Donc, on sort vraiment après ça avec un plan. Un plan de match. Un plan de match. Sur 3 ans, sur 5 ans? Sur 3 ans, mais on va se concentrer beaucoup sur la première année. Ça peut être sur 5 ans aussi, mais moi, je trouve que ça commence à être long. Tu le suggères sur 3 ans? Oui, sur maintenant, 3 ans, c'est ça. Puis de toute façon, vite, on le fait sur 3 ans, mais il y a toujours une revision après 1 an, parce qu'effectivement, ça change vite. Ouais. Puis le plan... moi, je le suis, là, pour que... Souvent, en grande entreprise, on va avoir ce qu'on appelle un gardien du plan. Donc, il va y avoir une personne qui va être chargée de faire le suivi du plan puis de s'assurer qu'il soit exécuté. En PME, il y en a moins, donc je deviens gardienne du plan. Tu deviens la gardienne Oui, parce que dans le fond, la dernière étape, qui selon moi est la plus importante, c'est la mise en œuvre du plan. Ouais. Puis ce que je veux pas, c'est justement... que le plan finisse sur une tablette, puis, c'est pas... Ça sert absolument à rien, puis tout l'exercice Puis c'est un peu l'aspect négatif aussi. Souvent, les gens me disent « Ouais, j'ai déjà fait ça, puis ça n'a rien donné. » On n'a pas... Exactement. Donc, puis je suis là aussi pour donner des objectifs réalistes aussi, puis des échéanciers réalistes. Souvent, quand on bâtit le plan, dans l'enthousiasme, on se dit « Oui, dans 1 mois, ça va être fait. » Puis après ça, Puis là, il y a beaucoup de projets dans 1 an. Puis moi, je leur dis « Non, tu peux pas faire 10 projets en 1 an. C'est trop, il faut réduire. »
Donc... Puis combien de temps ça peut prendre un peu ce processus-là, du moment où on te contacte ou on contacte peu importe une entreprise de planification stratégique, la réflexion, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire mûrir plusieurs semaines ou... Bien, c'est sûr que... Puis à chaque étape aussi, il y a de la recherche qui se fait, du travail qui se fait en dehors de... Surtout la première partie diagnostic, il y a beaucoup de travail qui se fait en dehors des rencontres. C'est à peu près en 2 et 3 mois, là, le processus avant d'avoir un plan. Puis après ça, bien, c'est sûr, c'est la mise en œuvre du plan. Bien, ça se fait... Ça prend le temps que l'entreprise décidera que ça prendra. C'est quoi ce que tu conseilles à tes clients qui mettent en place là, un gardien du plan, justement, mais c'est quoi les éléments les plus importants pour bien intégrer le plan, de faire la mise en œuvre? Bien, je pense que c'est... Bon, c'est sûr que moi, avec ma formation en gestion de projet, j'ai des outils que je vais développer avec les clients pour les aider justement à faire le suivi sur leur projet, puis suivre les étapes, quoi faire pour si on a un obstacle, comment l'adapter. Pas laisser tomber le plan parce que tout d'un coup, il y a une urgence qui arrive ou quelque chose, une opportunité qui fait que toutes les ressources doivent être concentrées là-dessus. Comment on adapte ça? Ça arrive des fois. Donc, je les accompagne, mais je les outille en même temps. J'essaie de leur montrer comment le faire par eux-mêmes. Tu ne fais pas juste livrer le plan, puis... Non, c'est ça. Exactement. Okay. Puis maintenant, il y a plein d'outils de gestion de projet qui existent, là, qui sont assez simples, puis qu'on peut utiliser dans n'importe quelle entreprise. Gratuitement même, exactement. Fait que... Puis on voit souvent les entrepreneurs, en fait... on voit souvent cette réticence-là où dire c'est une perte de temps faire ça. Je sais qu'on en a parlé un peu, mais qu'est-ce que ça fait de ne pas mettre en œuvre ce qu'on a travaillé, puis qu'est-ce que ça fait de le faire, en fait? Bien, je pense que c'est souvent dans la personnalité de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fonce sa tête première, mais tu as plus de chances de rentrer dans le mur dans ce temps-là. Il y a des bonnes chances que si tu ne regardes pas en avant... Puis souvent, ce que je leur dis, c'est qu'en fait, ils le font déjà. On en fait tous de la stratégie. C'est juste que c'est pas fait de façon systématique, c'est pas fait de façon structurée. C'est vraiment... Mais à chaque jour, tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas faire. On dit, à un moment, j'avais trouvé une statistique qui disait qu'en 2 et 4 de son temps, chez les entrepreneurs puis les gens qui sont en poste de direction, dans des postes décisionnels, de 2 à 4 de leur temps, ils passent à réfléchir à la stratégie. Là. Donc, ça se fait déjà. Fait que c'est juste... Il ne faut pas le voir comme un surplus de travail. C'est juste de rendre un processus qui se fait déjà en pratique, mais de façon plus structurée. Puis, à la limite, bien, ça amène une économie de temps en bout de ligne. C'est juste qu'on le fait un peu plus concentré. Mais en bout de ligne, c'est juste... À la fin de l'année, tu n'auras pas à y penser à chaque semaine. Ça va être exactement. tout en un bloc. Puis ça permet de le réaliser, pas juste que ça reste dans ta tête. Là, donc, de le communiquer aussi. Puis c'est quoi les impacts? On en a parlé un peu, mais c'est sûr que si on ne le met pas en œuvre, en fond, il n'y a rien qui se passe. Bien, c'est sûr que... puis ça aussi, c'est documenté. Il y a des statistiques qui... on dit que c'est 70 des entreprises, en tout cas au niveau de la PME, 70 des PME qui ont une planification stratégique performent beaucoup mieux en termes de chiffre d'affaires, plus d'employés. Au niveau technologique aussi, ils sont un pas en avant. Donc, c'est sûr que c'est bénéfique. Souvent, l'investissement en temps et en argent n'est pas tant que ça par rapport aux bénéfices que ça va apporter en termes de croissance. Même en termes de mobilisation d'employés, en termes de réduire le stress, parce que quand tu passes d'un mode réactif à un mode plus proactif, bien, il y a moins de pression, il y a moins de stress, tu sais un peu plus où tu t'en vas. Bon, c'est... donc, tout ça, c'est positif. C'est moins de gaspillage de ressources, moins... des fois,
on travaille dans une direction, puis finalement, oups, on se rend compte que c'est pas la bonne direction. Ouais. Fait que, on a perdu du temps, on a un peu gaspillé. Que si on avait pris un peu plus de temps pour l'analyser, puis on se serait vite rendu compte que c'était peut-être pas la bonne direction à prendre. Donc, dans ce sens-là, c'est utile. Mais à la base, c'est vraiment aussi pour assurer la pérennité de l'entreprise. Ouais. Veux pas quand tu sais pas où tu t'en vas. Tu te mets plus à risque, là, disons. Donc... est-ce qu'on peut voir est-ce que ça peut mettre en péril l'entreprise de ne pas le faire, dans le sens où une entreprise qui a besoin de changement, puis tout ça, est-ce que si on ne le met pas en œuvre ou si on ne le fait pas, est-ce que ça peut laisser entrevoir un déclin? J'aime pas ça être négative comme ça. Il y en a qui font pas de planification stratégique et qui réussissent très bien. Ouais. Est-ce que tu mets toutes les chances de ton côté en le faisant pas? Ben non. Je pense que tu t'aides en le faisant. Tu minimises tes risques. Sauf que ça veut pas dire que ça marchera pas si tu le fais pas. Puis ça se peut que jusqu'à date, tu l'as jamais fait puis que ça aille très, très bien. Mais ça ne veut pas dire que ça va continuer de bien aller non plus. Donc, c'est comme mettre un casque à vélo. Si tu as le choix de le mettre ou pas le mettre, mais tu te protèges si tu le mets. C'est une analogie au vélo. Exactement. Parfait. Bien, je pense qu'on comprend bien la démarche. Tu offres aussi, comme tu disais, d'être gardienne du plan. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important pour les PME de comprendre que c'est pas on t'envoie pas par la poste un plan, puis merci, bonsoir, c'est tout. Fait que toi, tu as décidé de faire ça pour quelle raison, de rester en entreprise? Parce que tu voyais qu'il était pas assez outillé, j'imagine? Bien, parce que je trouverais ça plate que ça se fasse pas, parce qu'après ça, c'est pour mon image aussi, c'est pour mon service, c'est qu'après ça, les gens vont dire « Ah, ça sert à rien, je l'ai fait, puis ça n'a rien donné. » Mais c'est parce que tu l'as pas mis en place, tu l'as pas réalisé, ton plan. Donc autant pour mon service, mais autant pour l'entreprise aussi, je veux... L'objectif de tout ça, c'est qu'ils atteignent leurs objectifs, qu'ils réalisent leur vision, puis que leur entreprise réussisse comme ils ont l'intention qu'elle réussisse. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi je peux être fatigante. Ça peut être... C'est des suivis... comment tu prends ça? En fait, c'est un suivi... hebdomadaire, mensuel? Non. C'est toi qui vas vraiment mettre en œuvre tout dans les départements, dans les entreprises? C'est sûr, ça va dépendre des entreprises. Il y a des entreprises qui sont quand même bonnes, là, qui sont quand même assez autonomes. Donc, un petit suivi une fois ou 3 mois, c'est suffisant. Puis, comme je dis, au bout d'un an, bien là, on se rassoit puis on passe une demi-journée, une journée à revoir le plan puis s'assurer, OK, pour la prochaine année, on est toujours en lien avec les mêmes objectifs qu'on s'était fixés il y a un an? Est-ce que, bon... fait que ça, généralement, c'est l'offre de base. Donc, pour une entreprise qui a moins l'habitude, qui est moins outillée, bien oui, je vais suivre, je vais faire une petite rencontre une fois par mois. Souvent, justement, je vais leur proposer une application de gestion de projet sur laquelle moi, je vais me connecter. Fait que comme ça, moi-même, je vais pouvoir faire le suivi des projets. Fait que quand je vois que la progression, ça avance pas... Bien, c'est ça. Puis ça permet aussi d'aider parce que, oui, on donne des responsables pour les différents projets, mais des fois, selon la formation des gens qui sont responsables des projets, bien, des fois, ils n'ont pas l'habitude de gérer un projet. Donc, je peux les accompagner aussi là-dedans. Ah, c'est intéressant. Sinon, si on se tourne un peu plus vers ce que toi, t'aimes faire, les PME, les très petites entreprises, puis même, tu vas jusqu'au travail autonome, est-ce que c'est aussi... Bien, la réponse va être oui, j'imagine. Mais est-ce que c'est aussi important de le faire pour eux? Mais surtout, à quel temps on le fait? Est-ce qu'on le fait quand on démarre notre entreprise, on construit notre plan d'affaires? Est-ce qu'on doit développer la planification stratégique? Est-ce qu'on doit commencer, puis après quelques mois d'opération, on voit, puis on a besoin d'un plan plus clair? Tu sais, comment on gère ça quand on se part en entreprise ou avec une très petite entreprise? Bien, en fait, pour les plus petites entreprises ou même les entreprises en démarrage, c'est toujours bon, oui, effectivement, d'avoir une stratégie. La seule chose, c'est que
je vais l'adapter différemment en fonction de l'étape où est rendue l'entreprise. Donc, avec une entreprise en démarrage, on va plus se concentrer sur bâtir le modèle d'affaires. Puis là, ça va être de développer une stratégie. Exemple, bien, quel partenaire je dois aller chercher, comment ma proposition de valeur, comment je dois la développer. Donc, c'est vraiment plus au niveau du modèle d'affaires qu'on va travailler. Okay. Au niveau... Est-ce que dans ta planification stratégique, en général, tu utilises le BMC, le Business Model Bien, Canvas? c'est ça. Avec ou c'est plus avec une entreprise en démarrage? En démarrage, je vais utiliser ça. Okay. Ou une petite entreprise que... Des fois, ça se peut que tu veuilles changer ton modèle d'affaires ou tu veux le modifier. Donc là, on peut repartir avec ça. OK. Mais tu le fais pas, tu sais, à chaque fois, tu repars pas avec un nouveau BMC ou remplir un BMC pour procéder avec tes clients, mais c'est vraiment... en démarrage ou en début d'entreprise. Oui, ça dépend du besoin du client, en fait. Okay. Des fois, je trouve que c'est pas nécessaire. Si le modèle est bien défini à la base, ce sera pas nécessaire de le faire. Là. Il y a peut-être certains éléments du BMC qu'on va retravailler. Mais tu peux aussi accompagner quelqu'un qui est en démarrage pour le structurer à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Puis sinon, c'est ça comme la planification stratégique, tu le conseillerais un peu plus tard dans l'entreprise, une fois que c'est démarré. Là, on peut passer quelques mois d'opération, puis là, on fait une vraie réflexion. Oui. Ça, c'est toujours un bon moment. Comme je dis, à chaque fois qu'il y a des moments charnières au niveau de l'entreprise, c'est un bon moment de le faire aussi quand on a des questions cruciales à répondre, des décisions importantes à prendre. Des fois, l'entrepreneur a sa vision, il sait, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre pour se rendre là. Bien, de faire une réflexion stratégique, c'est une bonne façon, justement, de définir la meilleure façon de le faire. Là. Donc, fait que à n'importe quelle étape, il y a toujours... Est-ce que... donc, toi, tu t'approches un marché de PME aussi, de travailleurs autonomes. C'est souvent quelque chose qui est perçu comme étant inaccessible. Parce que c'est souvent des agences qui l'offrent, tout ça. Ce que j'ai trouvé intéressant quand on s'est rencontrés, c'est que, dans le fond, toi, tu es consultante, mais tu t'es outillée avec Amplio. Mais ça reste quand même accessible pour les PME de le faire. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui coûte... Non, bien, c'est ça, exactement. C'est sûr que, oui, c'est un investissement, mais, il existe des subventions qui peuvent couvrir jusqu'à 50 des frais. Ça, souvent, les gens ne le savent pas. Puis, une des choses que là, je suis en train de développer puis qui va être disponible à partir de l'automne, c'est des formations, justement, plus pour les travailleurs autonomes, parce que je peux accompagner en individuel un travailleur autonome, mais la réflexion entre deux personnes, bien, je veux dire, ça s'y limite. Alors moi, l'idée que j'ai eue, c'est de réunir plusieurs entreprises, bien sûr, qui ne sont pas en concurrence, là, on ne fera pas exprès. Puis, et donc ça, je trouve ça bien parce que ce que je veux faire, c'est des ateliers qui seraient sur 2 jours où là, en fait, on va faire la planification stratégique ensemble. Donc, ça va leur permettre d'apprendre comment le faire eux-mêmes. Et en même temps, c'est que ça permet justement de générer une discussion avec des gens qui sont dans d'autres domaines, mais ça peut amener des idées, justement, faire think outside the box. Là, c'est un peu l'objectif derrière tout ça. Ce qui est encore plus intéressant, c'est quand c'est des entreprises qui ne sont pas dans les mêmes domaines. Au sein d'une même entreprise, souvent, les employés vont avoir, si le message mission-valeur, tout ça est cohérent, ils vont avoir un peu la même mentalité, la même façon de penser, ou souvent des réponses similaires, mais là, on va ça vraiment génère un choc d'idées. Ah oui, ça doit être intéressant. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ce que je suis en train de travailler. Puis, le fait que, dans le fond, disons, ça serait un groupe d'à peu près 10 personnes. Bon, bien, le prix d'une planification stratégique vient être divisé en 10. Là, donc, individuellement, ça revient moins cher, donc plus accessible pour les... Sinon, est-ce qu'il y a des outils disponibles pour aider les entreprises ne serait-ce que de commencer ou de faire une mini-portion de ça? Y a-t-il quelque chose qui existe en ligne? Ou... Bien, je sais que la BDC offre quand même pas mal d'outils là, sur leur site. Donc, ça, c'est un des endroits qu'on peut trouver de l'information. Il y a beaucoup de livres là-dessus. Il y a beaucoup de...
moi, je regardais plus du côté des États-Unis, là, fait que c'est ça, c'est tout en anglais, là, mais tu sais, il y a un livre là, qui est Strategic Planning for Dummies, là, tu sais, fait il existe. Il existe. Il existe. Jaune avec le petit bonhomme dessus. Oui, exact. Donc, mais quand même, tu sais, c'est quand même bien fait, là, tu sais, ça... Donc... Tu le conseillerais à quelqu'un qui veut, ne serait-ce que commencer à réfléchir... Ça peut être une bonne façon, une bonne façon de commencer. Sauf que c'est pas facile de le faire pour soi-même. Tu sais, moi, j'ai fait ma propre réflexion stratégique. On en reparlera tantôt. Mais c'est ça. Donc souvent, puis même, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait la planification stratégique d'une firme de planification stratégique parce qu'ils étaient pas capables de le faire eux-mêmes. Donc quand un expert en planification stratégique a de la difficulté à le faire soi-même... mal chaussé. Parce que c'est souvent, on a le nez trop proche. On est dedans, là. Exactement. Puis c'est de se réserver du temps aussi pour le faire. Ouais. Donc, si tu n'as pas quelqu'un de l'externe qui dit OK, c'est tel jour, à tel moment qu'on le fait, bien, c'est facile de repousser, de dire OK, on fera ça, là, je suis trop occupée. Puis, donc, les projets internes, là, souvent, ça peut traîner plus longtemps qu'on le désirait. C'est ça. Donc là, les ateliers, ça permettrait à des travailleurs autonomes, comme tu disais, d'aller vraiment participer à ça. Tu pensais développer ça pour l'automne? Oui, je ferais... le premier atelier devrait être... je ne peux pas te dire encore une date précise, mais cet automne. Génial. Puis c'est quoi le danger ou les menaces de pas faire? On en a parlé un peu au niveau de l'entreprise tantôt, mais pour un travailleur autonome, bon, c'est pas tous les travailleurs autonomes qui en ont besoin. Donc, peut-être plus à l'inverse, c'est quoi les bénéfices qu'un travailleur autonome pourrait en tirer de faire une planification? Parce que souvent, quand on démarre comme travailleur autonome, ben on voit les contrats arriver un peu au fur et à mesure, puis on essaye de se débrouiller dans ce nouveau monde-là, les taxes, les facturations, faire les suivis, la gestion de projet, puis en plus être un professionnel de ce qu'on veut faire. Oui. Bien, je te dirais que la première chose, c'est de, justement, quand tu es travailleur autonome, tes ressources sont limitées. Tu es tout seul, donc en termes de temps, tu fais tout. Puis d'argent aussi, là, on ne se cachera pas. Donc, au moins, ça permet de prioriser puis de mettre, d'investir aux bons endroits, de pas... tu peux pas te permettre de perdre du temps sur quelque chose, tu peux pas te permettre de perdre de l'argent sur quelque chose. Donc, d'être plus efficace. Et aussi, d'évaluer c'est quoi tes forces. Qu'est-ce que tu délègues, qu'est-ce que tu fais toi-même. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte, puis je suis moi-même dans cette situation-là, que tu peux pas tout bien faire. Non. Puis il y a des choses dans lesquelles tu es bon, puis il y a des choses dans lesquelles tu es moins bon. Puis donc, c'est d'évaluer. Ça te permet d'évaluer, bien, qu'est-ce que je délègue, quel investissement je mets là-dedans. Puis quand on délègue, il faut accepter aussi que ça ne sera pas fait de notre façon, mais c'est pour le mieux, c'est pour libérer du temps. Exact. Puis, l'autre chose aussi, c'est au niveau de l'avantage concurrentiel. Je trouve qu'en faisant une planification stratégique, souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à ne pas trop regarder ce que les autres font ou qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous démarque non plus. Donc, à travers la planification stratégique, c'est quelque chose qu'on arrive à mieux définir. Donc, une fois que tu sais vraiment c'est quoi ton avantage concurrentiel, bien là, tu sais où mettre ton argent, où investir pour mettre ça de l'avant, puis te démarquer justement des autres. OK. Intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant, l'aspect travailleur autonome. Souvent, on ne penserait pas, en fait, le faire en tant que travailleur autonome. Moi, je l'ai déjà été. On gravite avec une panoplie de pigistes qui le sont, puis tout ça, mais c'est vrai que ça peut être, comme tu dis, un avantage concurrentiel dans le sens où tu t'armes d'outils qui vont te permettre d'avancer soit plus vite, soit plus efficacement. Exact. Très intéressant. On a vraiment touché à la planification stratégique aujourd'hui. On a parlé de la planification, ce que ça implique, les étapes, tout ça. Je trouve qu'on comprend beaucoup mieux, en tout cas pour moi, mais pour tous ceux aussi qui trouvent que le terme est très large puis qu'on ne sait pas trop pourquoi on le fait ou à quoi ça sert ou qu'est-ce qu'on a au final. On l'a vraiment bien illustré. Puis l'aspect travailleur autonome que j'ai vraiment aimé aussi, je pense qu'on n'y pense pas, mais c'est
quand même important d'y penser en tant que travailleur autonome. Dans tout ça, pour toi, qu'est-ce qui est l'élément, tu sais, s'il y a comme une chose à retenir ou une chose à penser quand on fait ça, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est l'analyse de l'entreprise pour bien comprendre c'est quoi, la réflexion qu'on fait ou plus la mise en œuvre? Bien, c'est sûr que chaque étape a son importance. Ouais. Mais je dirais que le nerf de la guerre, je l'ai dit, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre. Donc, on peut avoir le plus beau plan. Parce qu'on peut faire A, B, puis si C n'est pas fait, la mise en œuvre. Non, bien, c'est ça, exactement. Ça sert à rien. Donc, mais pour avoir un bon plan, bien, ça prend toute la réflexion avant, puis de partir ça sur des bonnes bases. Donc, c'est sûr que les étapes avant, on ne peut pas les sauter. T'sais, des fois, c'est sûr que quand je monte un devis, on me dit, ben là, on peut... Non, couper? Non, ben... c'est comme, tu achètes une tasse, je peux-tu couper une patte parce que j'ai pas les moyens? Ben, tu peux, là, mais... Tu peux m'acheter 3 pattes, mais pas 4, mais ouais, ça se peut. Ouais, si t'abordes dans le mur, c'est correct, là, mais... c'est un peu ça, là, donc... Puis est-ce que des gens, tu sais, t'abordent en disant, ouais, mais ça, on va le prendre à l'interne? Est-ce que tu le vis, bien, ça? Tu vois, la partie la plus importante que je dis, c'est la mise en œuvre. Et c'est souvent là qu'ils vont dire, non, on est bon, nous, on va le mettre en œuvre, notre plan. C'est ce qui est risqué. C'est ça, exact. Puis malheureusement, c'est souvent ça qui n'est pas fait. Donc, on a souvent cette situation-là aussi où les gens, effectivement, veulent réduire. Je comprends, c'est sûr que le budget, c'est le nerf de la guerre aussi, là, mais nous, on dit... qu'on peut certifier notre travail de professionnel à nous tant qu'on a tout entre nos mains, mais si on rentre quelqu'un de l'interne là-dedans, là, on ne peut plus garantir. Exact. Tu ne peux plus garantir le résultat même, tu ne peux plus garantir la qualité du travail, pas que la personne ne sera pas bonne ou pas que les intervenants ne seront pas bons, c'est plus, on n'a plus de contrôle. C'est ça. Fait que je comprends que tu aimes ça faire aussi le suivi parce que tu veux mettre en œuvre toi-même ce que tu as réussi à créer avec eux. Tu sais. Exact. Je veux une histoire à succès, donc... On veut tous des histoires à succès. Exact. Puis toi, est-ce que tu te considères comme cordonnière mal chaussée? Comment ça s'est passé, ta planification à toi? La mienne est très agile, donc... Elle change tout le temps. Oui, je l'ai fait aux 2 mois. Bien, c'est sûr qu'en démarrage, oui, je le comprends comment c'est pas facile parce que des fois, on a justement une vision, puis là, tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que il y a des obstacles que tu n'avais pas prévus, justement. Là, donc, de bien évaluer... Puis c'est là que je me suis rendu compte de toute l'importance, j'en ai parlé beaucoup de la proposition de valeur, de bien évaluer c'est quoi le besoin de ton client. Donc, moi, ça a été une des problématiques, justement, de dire, bien, je vois un besoin, mais est-ce que mon client cible le ressent, ce besoin-là? C'est là que je me suis rendu compte, pas nécessairement. Donc, alors, j'ai dû refaire ma planification stratégique et vraiment... cibler un peu plus ce que je voulais faire, puis essayer de l'adapter en fonction, justement, des besoins de la clientèle. Mais effectivement, c'est difficile de le faire soi-même. Puis c'est pour ça que je pense, mon offre en tant que consultant externe, je me rends compte que, moi, j'ai besoin, de quelqu'un qui t'aide pour le faire aussi. Exactement. Parce que de réfléchir tout seul dans sa tête, c'est pas... c'est bien d'avoir un feedback, là. Donc... Est-ce que tu vas participer à tes propres ateliers? Gang, aujourd'hui, on va faire mon plan stratégique avec les vôtres. Ça serait drôle. Ça pourrait peut-être... ça pourrait être ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée, effectivement. Puis où tu te vois là, dans 3-5 ans? Est-ce que tu as une vision claire avec ta planification? Comme tu dis, elle est très, très agile. Tu suis un peu la vague du démarrage puis tout ça, ou est-ce que tu sais Bien, oui, non, je sais quand même où je m'en vais. Moi, je veux bâtir une entreprise, donc je veux pas juste être travailleur autonome. Là, pour l'instant, je travaille avec des partenariats, mais éventuellement, je veux bâtir ma propre équipe. Donc, je veux avoir mon spécialiste en finance, je veux avoir mon spécialiste en RH, je veux avoir mon équipe. Puis, je veux vraiment développer dans l'axe de
on parle de planification stratégique, mais moi, j'aime mieux parler de gestion stratégique. Je veux vraiment aider les entreprises à développer ce réflexe de gestion stratégique. OK. Donc, mon Qu'est-ce idée, que tu entends par gestion stratégique? Bien, c'est vraiment d'avoir ce réflexe de penser un petit peu plus loin, de voir venir les choses, d'avoir une stratégie. Donc, d'intégrer ça dans ces processus, avant de se lancer, de se lancer dans un projet, de prendre toujours un petit moment de recul, de dire, OK, bon, est-ce que c'est en ligne avec notre stratégie? Est-ce que, quels objectifs on cherche à atteindre? C'est quoi nos indicateurs de performance? Et, de vraiment, pour s'assurer que les choses se réalisent puis à la hauteur de nos attentes, là, finalement. OK. Fait que c'est un peu ça, ma vision. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais... Mais c'est très intéressant de voir que tu le fais pour les autres, puis que, tu sais, c'est comme toi-même, tu le dis, mon service, même moi, j'en aurais besoin parce que... Oui, puis c'est ça. Bien, mon objectif, c'est de le rendre vraiment accessible, de le rendre accessible à tous, puis de donner le plus d'outils pour que les gens soient le plus autonomes possible, même si je pense que c'est bon d'avoir quelqu'un de l'externe pour aider, mais mon objectif, c'est pas de m'incruster dans une entreprise et de dire vous avez toujours besoin de moi. Je veux pas être une béquille, là, c'est pas ça non plus. Non, c'est ça. C'est d'apprendre aux gens à bien réfléchir pour qu'après ça, eux puissent continuer de façon intelligente. Exactement. Bien, merci beaucoup, Geneviève, d'être venue aujourd'hui parler de tout ça. C'est super le fun d'échanger aussi avec des gens qui se lancent en affaires, tout ça. On en a rencontré plusieurs dans les derniers épisodes. Puis, tu sais, il y a toujours, comme on disait tantôt, cette passion-là, cette petite flamme qui fait qu'on se lance. Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on apprend à travers tout ça. Parce que, comme je disais tantôt, on est spécialiste dans notre domaine quand on est travailleur autonome. Puis à un moment donné, si tu veux grossir, il faut que tu sois gestionnaire aussi. C'est pas tout le monde qui veut être gestionnaire non plus. Puis c'est pas tout le monde qui a ce qu'il faut. Fait que c'est des choses qu'il faut s'apprendre ou qu'il faut aller s'éduquer sur la gestion puis l'entrepreneuriat aussi. Là, c'est très important. Oui. Donc, on peut te trouver sur Internet, Facebook, j'imagine. Oui, LinkedIn. LinkedIn surtout. Oui. Genco Consultant. Donc, une belle équipe qui s'en vient. Oui, Genco Consultant avec un S. Donc, avec un S. Okay. On est prêt à regrossir l'équipe. Super. Bien, merci beaucoup. Si vous voulez encore du contenu sur l'entrepreneuriat, l'image de marque, la marque, le branding, tout ça, on est rendu à mélanger plein de choses. Le marketing, la photo, la vidéo, on en parle aussi. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube pour suivre la série. Il y a une chaîne pour s'abonner. On se revoit le mois prochain pour du contenu du vlog Pingouin. Merci.